Et on va plus loin avec, comme chaque lundi, Anne Niva, reporter de Guerre Indépendante. Bonjour Anne. Oui, bonjour. Face à vous, Bruno Darou, chroniqueur international sur France 24. Bonjour Bruno. Bonjour Raphaël. Des retraités, des invalides ou tout simplement des malades ou des personnes sans aucune expérience militaire. La mobilisation sonnée la semaine dernière par Vladimir Poutine n'a pas donné pour l'heure les résultats escomptés. C'est le Kremlin même qui l'admet. Dans un rare mea culpa, le pouvoir russe confesse une erreur. Voilà ce que dit le porte-parole Dmitri Peskov. En effet, ce sont ces mots. Il y a des cas où le décret de mobilisation a été violé. Dans certaines régions, les gouverneurs travaillent activement pour rectifier les choses. Nous espérons que toutes les erreurs seront corrigées. Une bévue qui fait tâche, en tout cas à l'heure où de nombreux Russes manifestent ou bien fuient le pays pour ne pas avoir à combattre en Ukraine. Ainsi, la présidente de la Chambre du Parlement, la pourtant très pro-Poutine, Valentina Matvienko, ne manque pas d'émettre une mise en garde. Des cas injustifiés de mobilisation entraînent de vives réactions dans la société et à juste titre, dit-elle, c'est inacceptable. Assurez-vous que la mobilisation partielle est effectuée dans le respect total et entier des critères et sans une seule erreur. Voilà la manière dont elle-même se permet d'admonester aujourd'hui les autorités. La Russie accumule les erreurs. Anne Niva, vous êtes vous-même surprise de voir cette approximation finalement, y compris dans la mobilisation? Bien, figurez-vous, Raphaël, que je ne suis pas tellement surprise. Je ne suis pas tellement surprise parce que je connais pas mal la Russie et qu'une mobilisation d'une telle ampleur... Vladimir Poutine a dit qu'elle n'était que partielle. Mais le fait est qu'elle secoue tout le monde. Dans un si grand pays, avec tous ces fuseaux horaires, et qui n'est que la troisième, la troisième après l'avant-dernière, qui était celle de la Grande Guerre patriotique, c'est-à-dire la Seconde Guerre mondiale, effectivement, on sent un manque d'organisation. C'est très clair. Et c'est reconnu. Au moins, c'est reconnu. Mais tout ça ne va pas faire avancer les choses. En fait, ce qui est important, c'est ce que l'on voit, c'est que, alors il n'y a pas, le mot d'exode est trop fort, il n'y a pas une majorité de Russes qui quittent la Russie. Mais on ne peut pas dire que les Russes acceptent tous cette mobilisation. Ça veut donc dire que le fait que cette guerre fasse irruption dans leur vie privée, alors que jusqu'à présent, elle était lointaine, eh bien, aujourd'hui, ça change la donne. Et c'est les conséquences que Vladimir Poutine va devoir affronter aujourd'hui. C'est-à-dire le fait que son peuple ne le voit plus tout à fait de la même façon. Au-delà des erreurs que confesse le pouvoir russe, Bruno, la mobilisation ne fait pas recette. C'est ce qu'on observe depuis la semaine dernière. En tout cas, effectivement, c'est difficile à dire dans le cas de la Russie parce que effectivement, c'est une minorité. Puis on n'a pas suffisamment d'images, c'est pas suffisamment documenté. Mais déjà, ce qu'on voit, alors il y a un coup de feu aujourd'hui dans un centre de recrutement. Oui, il y a eu aussi une immolation par le feu qui a été documentée et sans doute plus. D'après certains observateurs indépendants. Donc voilà, c'est difficile de mesurer l'ampleur du phénomène, mais il y a un phénomène, il y a à peu près pas loin de 300 000 personnes, on sait qui sont déjà se sont rendus aux différentes frontières de la Russie pour quitter le pays. C'est le nombre de personnes qu'entendait mobiliser Vladimir Poutine. Exactement, c'est 260 000. Mais enfin, on n'est pas loin, c'est le même ordre de grandeur. Alors, c'est le même ordre de grandeur, sauf qu'en plus, on a maintenant découvert que dans le décret présidentiel, il y avait le fameux article 7 où il y avait marqué quelque chose du genre confidentiel, mais finalement ça a fuité, et qui indiquait qu'en fait, il prévoyait de mobiliser 1 200 000 personnes. Et donc, aujourd'hui, à l'heure des réseaux sociaux, même dans des États hyper verrouillés comme la Russie, eh bien, effectivement, ça atteint les gens, et ils se disent, finalement, demain, ce sera moi, plus. Effectivement, le phénomène un peu nouveau, je ne sais pas si c'est nouveau, mais en tout cas, là, ça touche pas simplement les grands centres urbains, mais ça touche effectivement des provinces très reculées comme la Yakoutie, parce que c'est là aussi que dans un premier temps, le Kremlin avait recruté des paysans, pour caricaturer un peu, et là, ça passe plus parce que ce sont des familles qui ont déjà été marquées par la guerre, qui ont eu des morts, etc. Et là, visiblement, il y a quand même un problème, plus visiblement une très mauvaise organisation de l'appareil d'État comme de l'appareil militaire russe, d'ailleurs, qu'on a constaté sur le terrain. Bon, là, certains proches de Poutine disent qu'évidemment, ce sont les cadres locaux chargés du recrutement qui ne font pas bien leur travail. Donc, ça rappelle un peu le vieux système soviétique qui fait que quand quelque chose ne marche pas, on prépare les responsabilités pour les échelons inférieurs. Il y a un sentiment d'injustice au sein de la population. On aurait cherché à recruter en priorité dans des zones pauvres et isolées.
Non, alors formellement, évidemment, non. Officiellement, ce recrutement, cette mobilisation partielle, elle touche tous les sujets de la Fédération de Russie. Mais en Russie, il n'y a pas forcément une égalité. Tout le monde se débrouille. Et là, effectivement, le Kremlin renvoie la balle, si je puis dire, aux gouverneurs. Les gouverneurs qui sont élus. Je fais un lapsus. Ils ont été élus dans les années 90. Ils sont maintenant nommés. Les gouverneurs sont nommés, justement, par Vladimir Poutine. Et donc, ils obéissent à Vladimir Poutine. Mais c'est à eux, aujourd'hui, que revient cette lourde responsabilité. Je voudrais juste dire un mot sur le fait qui est assez étonnant. Ce que je constate depuis plusieurs jours, et beaucoup d'observateurs russes le disent, là où il y a le plus de contestations, c'est au Daghestan. Le Daghestan, c'est une république du Nord-Caucase qui voisine la Tchétchénie. Alors, et ce qui est intéressant, c'est qu'en Tchétchénie, on n'a justement aucune contestation, puisqu'on a Ramzan Kadyrov, qui lui dit « Ah, mais moi, j'en ai déjà tellement envoyé que j'ai pas besoin de mobiliser. » Donc, tout est calme en Tchétchénie. Ils ont servi de supplétif dès le départ, les Tchétchènes. Et au Daghestan, on a des images absolument incroyables que je n'ai jamais vues. Une femme qui tient tête à un policier. Cette image, elle fait le tour des chaînes Telegram des locuteurs de russe. Et maintenant, c'est traduit aussi dans toutes les langues. Et il y a donc une contestation. Et il y a même des débats, pas sur les chaînes d'État russes, mais dans les médias, quand même, sur Internet russe, à propos de est-ce que la contestation à la daghestanaise pourrait pas prendre de l'ampleur sur toutes les autres régions russes. Face aux fuites de ressortissants, parce qu'il y a aussi des départs, vous l'avez dit Bruno, vous parlez de 270 000 personnes aux frontières. L'Europe, elle se divise, faut-il ou non les accueillir ? Alors clairement, évidemment, les pays voisins de la Russie qui ont gardé un mauvais souvenir, évidemment, de l'expérience soviétique n'en veulent pas. À la différence de ce qu'ils ont fait, de l'effort qu'ils ont fait pour les ressortissants ukrainiens. Ils ne voient pas des dissidents qu'il faudrait peut-être aider justement pour l'exemple ? Apparemment que ce soit les pays baltes. Ils n'ont pas envie de les voir. Que ce soit les pays baltes ou la Pologne, ils n'ont pas vraiment envie de les voir arriver chez eux, ça c'est clair. Alors il y a l'Allemagne qui se dit prête à en accueillir, et puis après, il y a les autres qui pour le moment restent, la France y compris d'ailleurs, dans un silence très prudent quand même. Moi, je n'ai pas entendu de déclaration des autorités françaises disant, comme ça a été mis en place pour les Ukrainiens, des procédures par exemple, de droit d'asile accéléré, etc. J'ai absolument pas entendu ça pour l'instant. On craint quoi au passage, des infiltrations C'est ça qui est très étonnant. C'est-à-dire, moi personnellement, je suis quand même très gêné par ce qui se passe, qui montre... Si juste, il y a l'Ukraine. Par contre, Zelensky a dit, si vous voulez... venez en Ukraine. Bien sûr. Venez chez nous. Ou alors, rendez-vous. Enfin, Zelensky dit ce qui évidemment va dans son intérêt, c'est normal. Mais nous, en Europe, je pense qu'il serait quand même important qu'il y ait un véritable débat là-dessus. Or, vous vous souvenez, Raphaël, qu'il n'y a pas si longtemps, on a déjà eu du mal à trouver une opinion commune, un avis commun, justement, pour modifier la façon dont on recevrait ou pas les Russes. Cette question du visa, cette question du visa des citoyens russes dans les pays de l'Union européenne, elle est encore... Parce qu'on les considérait comme intrinsèquement solidaires du régime. Là, on a affaire à des gens qui fuient de leur propre chef. Alors, ce sont des gens qui fuient, mais d'aucuns disent qu'ils n'ont pas fui tout de suite. C'est-à-dire qu'il y aurait une différence entre ceux qui auraient fui tout de suite et ceux qui fuient maintenant et qui ne fuiraient que parce qu'ils n'ont pas envie d'aller sur le front, de se mettre en danger. Alors, je pense que tout ça est compliqué à juger. Et puis, qui sommes-nous pour juger ? Mais en tout cas, ce qu'il faudrait, de toute façon, c'est une position commune des 27, que nous n'avons pas pour le moment. Au-delà de la morale, et en plus, il y a quand même une difficulté peut-être juridique entre les vrais déserteurs, c'est-à-dire ceux qui ont reçu leur ordre de mobilisation, qui fuient, et puis les autres qui, pour le moment, n'ont rien reçu et qui se disent, bon, avant que je reçoive quelque chose, je m'en vais. Donc après, quel statut on donne à cela ? Comment on fait la différence entre les déserteurs et les non-déserteurs ? Enfin, je pense que c'est compliqué d'un point de vue juridique. Et dans ce contexte, Dmitri Peskov a laissé entendre qu'une fermeture des frontières n'est pas exclue pour empêcher justement ces départs en âge de combat. Ça vous semble possible ? Oui, c'est tout à fait possible. Et je vous rappelle que c'est le cas en Ukraine. Dans un pays en guerre, en Ukraine, enfin moi j'ai été sur le terrain en Ukraine, et tout le monde le sait, les hommes en âge de combattre n'ont absolument pas le droit de quitter le pays, ils n'ont pas le droit de passer la frontière. Et je me rappelle que je voulais un chauffeur pour passer de l'Ukraine à la Moldavie, on m'a dit il va falloir que ça soit une femme, ça peut pas être un homme puisque les hommes ne doivent pas sortir. Donc c'est ce qui se passe en temps de guerre, donc ça serait pas anormal que ça se passe en Russie. Et d'ailleurs j'ai l'impression que s'ils ne l'ont pas fait tout de suite, c'est pour se réserver le droit de le faire dans quelque temps. Mais justement aussi, parce que le narratif, rappelez-vous quand même le narratif des autorités russes, c'est que ce n'était pas une guerre. Oui, mais ça a changé maintenant.
Non, mais même, il continue à parler d'opérations militaires spéciales. Non, on parle de guerre maintenant. Bah, moi, j'ai pas entendu Vladimir Poutine parler de guerre, mais en tout cas, ça les met très mal à l'aise. Il ne livre pas le mot russe, mais ça est utilisé dans les médias russes. Donc aujourd'hui, tout a changé. Ce n'est plus une opération. Oui, mais je pense que dans la réticence, la résistance actuelle aussi, de pas mal de gens. Sur la conscription, il y a effectivement l'idée que ce n'est pas une guerre. Finalement, pendant des mois, on nous a dit que c'était simplement une opération militaire en Ukraine, et maintenant c'est une guerre, et on nous demande d'y aller. Et c'est ça qui pose problème, bien sûr. Voilà. Et oui, nommer les choses, hein, souvent on dit, c'est effectivement le premier pas. On n'en est pas encore là, visiblement, au niveau du Kremlin. C'est peut-être en tout cas le maillon faible dans le cordon sanitaire que l'Europe dresse depuis 7 mois maintenant avec la Russie. L'Italie change de pouvoir et peut-être même de régime avec l'avènement de l'extrême droite au sein d'une coalition conservatrice. C'est elle, Giorgia Meloni, que les Italiens ont portée en tête de leur suffrage et elle promet déjà la fin de la fête européenne. Écoutez-la. Il se dit qu'en Europe, ils sont un peu inquiets au sujet de Meloni et de ce qui va se passer. La fête va se terminer. L'Italie va être capable de défendre ses intérêts. Alors, il faut le dire, sur la guerre, hein, elle est plutôt pro-ukrainienne, Bruno, mais ce n'est pas le cas de son allié Matteo Salvini de la Ligue. Oui, alors franchement, je ne sais pas si ça va être le problème essentiel de Madame Meloni. Son premier problème, c'est de composer son gouvernement, parce qu'elle est comme d'autres dirigeants ou dirigeantes un peu d'extrême droite, c'est-à-dire qu'elle a derrière elle pas grand monde, elle a 2 ou 3 personnalités. Vous voulez dire de qualité en termes de personnel apte à diriger. Voilà, de compétences à la fois politiques et professionnelles et techniques. Elle n'a pas grand monde derrière elle au sein de son parti, donc elle est en train là de négocier avec les 2 autres partis, mais sur cette question précisément de l'Ukraine et de la Russie, certes la Ligue et Forza Italia ne sont pas sur la même ligne, mais quand même ils se sont pris, passez mon expression, une claque aux élections, donc ils ne sont pas en position de force. Et pour le moment, c'est quand même elle qui est en position de force, et elle a déclaré qu'elle restait quand même atlantiste. En fait, de ce point de vue, elle est plutôt proche, non pas de Viktor Orban, mais du PiS polonais. Qui d'ailleurs a salué sa victoire. Très à la droite de l'échiquier, mais qui est très pro-américain. Donc de ce point de vue-là, je ne sais pas si ça va faire beaucoup de remous au sein de la coalition. Encore faut-il, encore une fois, qu'ils arrivent à composer cette coalition. Il se dit qu'elle est même prête à aller chercher un représentant de la Banque Centrale Européenne, un pas Mario Draghi, un autre, pour être ministre de l'économie, parce que franchement, il faut quelqu'un qui tienne un peu la route, alors qu'elle a dénigré absolument ces technocrates vendus à Bruxelles, etc. Ça vous inquiète, vous, Anne, ce tournant de l'Italie, au moment où l'Europe a besoin, plus que jamais, d'afficher son unité face à la Russie, face à la crise énergétique? Mais je crois qu'il faut oser regarder les choses en face. Nous avons en Europe plusieurs pays, dont la France, dans lesquels beaucoup de citoyens votent pour ce genre de parti, puisque nous avons eu le cas avec Marine Le Pen lors des élections législatives, où je vous rappelle que son nombre de députés a été multiplié grandement. Et nous avons récemment la Suède, sans doute il y a aussi en Espagne ce parti Vox qui est très important. Donc c'est une nouvelle Europe, c'est une Europe avec laquelle il faut discuter. Le principe même d'être ensemble, 27 pays en Europe, oblige maintenant que nous reconnaissons que nous avons tous des histoires contemporaines extrêmement différentes, à tenir compte les uns des autres, à nous respecter les uns les autres, et ça n'est pas facile. Nous avons une guerre en Europe, et nous avons des partis d'extrême droite qui sont en train de prendre le pouvoir. Donc ça fait 2 sujets peut-être inquiétants. Le mot est peut-être un peu trop fort, mais en tout cas, il faut être face à cela. Il y a un risque de bascule en Europe, Bruno, avec cet axe qu'on voyait des pays de Visegrad, hein, c'est comme ça qu'on les appelle, d'Europe de l'Est, qui pourraient voir arriver peut-être un allié sur les rives de la Méditerranée. Ah bah ils vont voir arriver un allié, ça va renforcer ce courant-là, hein, clairement, notamment au sein des institutions européennes. Bon, après, il y a quand même 27 pays, c'est pas un courant encore majoritaire, mais ça doit quand même servir peut-être un peu d'alerte, effectivement, à certains partis, centre-droit, centre-gauche et partis de gauche aussi, quand même, qui veulent pas trop voir la réalité en face, et notamment le problème, parce que si vous regardez, que ce soit la Suède ou l'Italie, c'est un peu le même problème, c'est-à-dire c'est des flux migratoires
pas très bien contrôlés qui sont arrivés très récemment en quelques années et les gens, le peuple a estimé que la question n'était pas bien traitée par les gouvernements en place et donc ont voté pour des partis plus à droite ou à l'extrême droite. Et dans le cas de l'Italie, ça fait quand même longtemps que l'Italie lance des cris d'alerte en disant nous sommes aux premières loges pour accueillir ces migrants, aidez-nous, nous avons besoin de votre aide. Et la réponse européenne n'a peut-être pas été à la hauteur. Donc moi je pense que l'Europe, elle doit vraiment réfléchir à la manière de traiter intelligemment ces flux migratoires, parce que sinon, les gens se tourneront de plus en plus vers des gens qui leur disent « Ah ben nous on a la solution, il faut tous les renvoyer ». Ce qui évidemment n'est pas une solution, mais c'est un problème qui est là et que l'Europe doit aborder de manière un peu plus consensuelle et un peu plus construite, quoi. C'est tout le paradoxe de la situation dans un de ces pays justement d'Europe de l'Est qui se sont opposés à la répartition des migrants arrivés en Italie ces dernières années et qui aujourd'hui comptent en l'Italie un allié alors qu'ils ont manqué totalement de solidarité envers les Italiens. Oui, enfin un allié, ça reste à voir. C'est pas simple. Elle semble proche de Viktor Orban personnellement et le PiS a salué sa victoire. Et c'est vrai que ce cocktail pro-Ukraine anti-avortement correspond exactement à la droite polonaise. Oui, mais la Pologne, je ne crois pas que cette jeune femme, la politique qu'elle va mener en Italie sera la même que celle qui est menée en Pologne. Franchement, je ne crois pas. Et je crois que le vote italien correspond aussi quand même à une espèce de dégagisme, si je puis dire, qui était une conception plutôt française, d'essayer encore ceux qui n'avaient pas été au pouvoir, ceux qui, encore en dernier recours, finalement. Donc j'ai l'impression que c'est plutôt ça auquel on assiste en Italie aujourd'hui, et non pas véritablement une envie, un besoin... La fin du plafond de verre, finalement, qui pourrait être prémonitoire pour ce qui se passerait demain en France. Alors, effectivement, du plafond de verre, pardon, non pas le platon de verre, la fin du plafond de verre, oui, effectivement. Alors, en effet, en France, ça ne s'est pas produit. Là, quand même, quand on regarde les chiffres, effectivement, sont partis, les Fratelli d'Italie a fait 26%, pas très loin des scores que fait le Rassemblement national en France, sauf qu'en France, il n'y a pas encore de possibilité de coalition d'union des droites. Il faut rappeler quand même que Forza Italia, le parti par la grâce du mode de scrutin de Silvio Berlusconi, normalement, est un parti de la droite traditionnelle, on va dire. Oui. Voilà. Et donc là, le cordon sanitaire n'a pas été respecté et il y a eu cette coalition. C'est pas encore le cas en France. Mais ça pourrait très bien arriver un jour, d'autant plus que ces partis disent mais on n'est plus d'extrême droite, on moderne nos propos sur tel ou tel dossier, et finalement on devient nous-mêmes un parti de droite peut-être un peu musclé, mais un parti de droite. Enfin, c'est quand même un signal pour tous les autres leaders. C'est-à-dire que, et je rappelle qu'en Italie, il y a eu très peu de participation. Un manque de participation absolument dingue. Ils n'avaient jamais vécu ça. Donc, il faut que les autres leaders se remettent en question et se disent quelque chose. Il faut quand même écouter ce que disent les votants, les électeurs. Voilà. Et il faut que les partis de gauche trouvent une autre manière de traiter les problèmes d'immigration et d'insécurité, plutôt que de faire simplement de la diabolisation. On n'y est pas. Merci Bruno, merci Anne. C'était On va plus loin. Restez avec nous, on se retrouve dans 3 minutes pour un nouveau journal.